Bonsoir à tous, rebonsoir à ceux que j'ai déjà pu saluer. Donc merci à tous d'être présents à ce webinaire où je vais vous présenter les nouveautés de DxO Filmpack 5. J'espère que pour vous le son est bon. Sachez que vous êtes une centaine à peu près et que le webinaire va être enregistré pour que vous puissiez le visualiser de nouveau ou que ceux qui ne peuvent pas le suivre ou au moins dans son intégralité puissent le revoir ultérieurement donc sur la page des tutoriels et webinaires du site DxO. Je vais vous présenter le logiciel et puis en fin de session, vous avez la possibilité pendant toute la session de poser des questions. Je répondrai à certaines d'entre elles pour que tout le monde profite des réponses et l'équipe qui est présente également répondra également dans la fenêtre dédiée à vos questions qui concernent vraiment la partie par exemple commerciale. Voilà, donc nous allons ouvrir Filmpack 5, donc une interface qui a bien évolué depuis la dernière version pour prendre en compte l'une des grandes nouveautés du logiciel qui dans sa version Elite permet de lire aussi les fichiers RAW, ce qui n'était pas le cas des versions précédentes. Et donc vous voyez ici toutes les photos qui sont dans ce dossier sont des images en RAW. Alors évidemment les JPEG et les TIFF sont toujours supportés. Mais voilà, donc l'intérêt c'est que maintenant vous avez un logiciel qui est complet, qui fait bien les choses. Donc c'est le même moteur de dématrissage, donc de lecture des fichiers RAW qu'Optix Pro, avec évidemment des fonctionnalités spécifiques à Filmpack, qui garde quand même son état d'esprit. Donc on va y revenir dessus tout au long de cette présentation. Alors un rapide tour d'horizon de cette première fenêtre, qui est la page d'accueil lorsque vous ouvrez le logiciel pour la première fois. Donc l'emplacement des photos, donc il n'y a pas d'importation, c'est comme Optix Pro, vous allez lire directement les photos dans votre explorateur. Donc en cliquant ici, vous pouvez accéder à l'explorateur ou au Finder sur Mac. Je vais parler d'explorateur, je suis désolé pour les Pro Mac, je travaille sous Windows. Donc vous pouvez aller naviguer et récupérer le dossier dans lequel se trouvent les photos que vous souhaitez développer. Vous avez la possibilité de trier l'affichage selon un certain nombre de critères prédéfinis. Et puis, en fonction du nombre de photos que vous avez, de jouer également sur la taille d'affichage de ces vignettes pour distinguer des photos qui sont proches ou pour retrouver une photo parmi un dossier important, volumineux. On va faire un rapide petit tour du côté des préférences qui là aussi ont évolué. Alors il y a deux, trois petites choses sur lesquelles que je voulais rapidement vous présenter. Donc là c'est vraiment tout ce qui est interface, mise à jour. Dans la partie traitement, ici vous allez pouvoir définir l'enregistrement, enfin la qualité d'enregistrement des fichiers JPEG. Éventuellement mettre un suffixe par défaut. Voilà, donc moi je conseille en général 90% pour un usage habituel de JPEG. Vous pouvez faire moins si vos photos sont destinées à être publiées uniquement sur Internet, plus si c'est pour des impressions en grand format. Et une autre nouveauté de Filmpack 5 commence ici au niveau des préférences. Donc vous avez la possibilité de vous connecter à votre compte Facebook. Et on verra un peu plus tard comment on peut publier des photos directement sur Facebook à partir de Filmpack 5. Voilà, donc la partie explorateur est relativement simple. Vraiment, l'objectif c'est de travailler sur vos images. Et puis, quand vous avez sélectionné une photo sur laquelle vous voulez travailler, il vous suffit de double-cliquer dessus. Et la partie, le cœur du logiciel s'ouvre, avec une interface là aussi qui a grandement évolué par rapport aux précédentes.
On retrouve bien mis en avant ce qui fait un peu l'âme, l'essence de FilmPack, hein, c'est l'ensemble des rendus prédéfinis qui sont disponibles. On va revenir sur cette fenêtre dans quelques instants. Je vais vous présenter assez rapidement la barre d'outils qui a pas mal changé également. Donc la possibilité d'enregistrer évidemment les images et les réglages que vous avez appliqués à votre image pour en faire vos rendus personnalisés. Toujours la possibilité de comparer avant, après application d'un certain nombre de réglages par défaut. Le principe de FilmPack est similaire à celui d'Optix Pro, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de réglages qui sont appliqués par défaut. On va y revenir un peu plus tard. Ici, vous avez la possibilité de changer l'image de référence. Alors, ce que ça veut dire, c'est que par défaut, vous avez bien sûr l'image sans correction que vous comparez avec l'image en cours, mais vous avez aussi la possibilité, comme dans FilmPack 4, de créer un instantané. On y reviendra aussi. Voilà, tout simplement en appuyant sur le plus, et puis les opérations habituelles des instantanés sont accessibles. Les différentes vues avec ce bouton pour les comparaisons avant-après, hein, là aussi on pourra les utiliser lors de la présentation. Les fonctions de zoom, plein écran, enfin adaptées à l'écran et 100%, avec évidemment avec la molette de la souris. Donc là je déplace la molette de ma souris pour choisir le niveau de zoom qui m'intéresse. Voilà, et puis je peux revenir à un niveau adapté ici. Quelques fonctions de modification avec un accès rapide, le recadrage et la rotation. Et puis ici on reviendra sur cette fonction très rapidement. C'est l'accès au réglage de votre image. Et alors on va s'attarder pour l'instant juste quelques instants sur cette partie, naviguer, puisqu'en fait avec le bouton du milieu, donc vous avez le retour à la liste d'images, donc la partie explorateur qu'on a déjà vue, mais vous avez aussi la possibilité d'accéder directement à l'image suivante. Voilà, donc quand vous traitez une série d'images que vous venez de prendre et vous avez pris dans la journée une série d'images, le soir vous rentrez, vous ouvrez vos photos dans FilmPack 5, vous avez la possibilité de les visualiser toutes les unes après les autres ou de les développer toutes les unes après les autres. Voilà, et puis ici des raccourcis d'affichage, donc vous pouvez masquer complètement le panneau pour avoir la photo en plein écran, donc ça c'est intéressant pour balayer ces images et en choisir une. Voilà, vous avez la possibilité de faire apparaître le panneau de navigation. Donc le panneau de navigation il est intéressant si vous êtes à un niveau de zoom supérieur aux dimensions de votre écran, puisque vous voyez exactement où vous êtes dans l'image. Et si vous cliquez sur le bouton, le panneau reste affiché, ce qui vous permet de vous déplacer dans l'image. Et selon le même principe, vous avez l'affichage de l'histogramme, donc soit en passant la souris sur le bouton, soit en cliquant sur le bouton, et auquel cas l'histogramme reste apparent en permanence. Donc moi personnellement, je désactive le navigateur, je laisse l'histogramme affiché parce que c'est quand même une aide intéressante pour le développement. On y vient progressivement. Donc les rendus sont toujours évidemment disponibles, leur liste a été enrichie de façon assez conséquente, et vous avez la possibilité de faire des filtres, des tris et des recherches, de la même façon que ces fonctions étaient disponibles dans FilmPack 4, mais avec des filtres plus... enfin, le mode de fonctionnement a évolué. Donc vous voyez pour les filtres, vous choisissez couleur ou noir et blanc. Donc on peut choisir par exemple noir et blanc, et vous n'avez ici que les filtres noir et blanc, après négatif. Voilà, donc vous avez ici tous les films négatifs noir et blanc qui sont affichés. Si vous voulez supprimer un critère, il suffit de cliquer dessus. Et puis vous pouvez faire des tris, soit par ordre alphabétique, par type, ou mettre les favoris en premier. Alors une des nouveautés qui est assez intéressante, voilà, on a la liste des films négatifs.
c'est qu'on peut avoir on a des informations détaillées sur les rendus. Donc pour ça, il suffit de passer la souris sur le rendu. Vous avez accès à un petit i ici, là. Quand vous cliquez dessus, donc le rendu est appliqué, mais surtout vous avez un panneau à gauche qui apparaît et qui vous donne des informations sur le rendu. Donc le Silvermax 21, une pellicule à forte concentration d'argent dans son émulsion, etc. Donc ça donne à la fois un historique intéressant sur le rendu, mais aussi des caractéristiques. Donc quand on a des rendus qui sont proches, ça peut être un critère de choix. Et puis, associé à ce panneau, vous avez des boutons de navigation où vous pouvez aller au rendu suivant. Donc vous avez aussi ces caractéristiques. Il est appliqué automatiquement. Et ça vous permet comme ça de passer d'un rendu à l'autre, jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose qui vous convienne. Et puis, si vous en avez parcouru quelques-uns et que ça vous intéresse pas, vous voulez revenir en arrière, il vous suffit de cliquer sur le rendu sélectionné et l'image revient à son état d'origine. Voilà, alors pour l'instant, je vais changer. Alors vous voyez, quand on considère que j'ai modifié l'image, parce que j'ai appliqué des rendus. Donc, alors je vais supprimer mon filtre. Donc on va prendre, voilà, j'aime bien ce rendu, je l'ai mis en favori, je vais vous montrer, je trouve qu'il est assez adapté au paysage, alors avec le cadre qu'on peut ou pas aimer, mais voilà, je voulais partir de la base pour vous présenter un peu le flux de travail assez classique, et on va passer aux outils avancés de développement. Voilà, donc quand on appuie sur ce bouton, les rendus ont disparu et on va pouvoir travailler sur le développement proprement dit. Alors évidemment, là j'ai commencé en choisissant un rendu. Si je reviens sur les rendus, je peux le désactiver. Et je peux aller directement sur le développement classique, sans passer par quelque chose de prédéfini. Maintenant, je pense que l'intérêt de Filmpack 5, c'est quand même par les nombreux rendus qu'il propose, c'est de se fournir une base de travail sur laquelle après on va pouvoir apporter des ajustements et définir éventuellement nos propres rendus. Donc on peut choisir aussi évidemment une liste de rendus. Alors on va dire que l'accès est simplifié. Maintenant, c'est quand même plus pratique d'avoir les vignettes que l'on avait dans le panneau précédent. On a toujours la possibilité de choisir un grain différent de celui du film dont on a pris le rendu. Ici, par exemple, je peux choisir de n'avoir aucun grain. On a la possibilité, et ça je vous montrerai cette fonction un tout petit peu plus tard dans la présentation, de faire un virage en deux parties, soit pour les tons clairs, soit pour les tons foncés. Donc je reviendrai sur cette fonction qui est une nouveauté de Filmpack 5 un tout petit peu plus tard. Je vais commencer par vous faire une présentation un peu générale de l'ensemble des outils et des nouveautés, et puis on reviendra en détail progressivement avec des photos adaptées sur l'utilisation des fonctions, des nouvelles fonctions de cette version 5. Donc la partie lumière et couleur va comprendre les classiques curseurs de réglage de l'exposition, de la saturation et de la vibrance. On voit que l'exposition et la saturation ne sont pas à zéro. Le rendu choisi, un rendu qui est plus qu'un rendu film, ayant intégré dans ses réglages une légère surexposition et une augmentation de la saturation. Alors dans la partie contraste, on a l'une des grosses nouveautés de Filmpack 5. Nous avions auparavant un contraste et un micro-contraste. Nous avons maintenant un contraste fin, ainsi que des contrastes par tonalité. Donc ça c'est inédit. Vous pouvez régler le contraste au niveau des hautes lumières, des tons moyens et des ombres de façon spécifique. Donc là aussi on y reviendra un tout petit peu plus tard, sachant que cette photo va très bien se prêter à l'exercice.
La TSL classique, hein, donc c'est le réglage de chacun des paramètres de teinte, de saturation et de luminance par canal de couleur. Donc 6 canaux, rouge, jaune, vert, cyan, bleu et magenta, hein, qui sont les couleurs primaires et leurs opposés, qu'on va pouvoir régler de façon distincte pour ajuster les couleurs de votre photo. La classique courbe des tons qui vous permet de régler le contraste de façon assez fine, ou du moins plus que le contraste, hein, les tonalités de votre image, hein, de façon assez fine, en choisissant un point. Hein, donc là je choisis un point parmi les hautes lumières dont je vais baisser la luminosité. Voilà par exemple, hein, qui permet de faire énormément de choses. Je peux augmenter les zones sombres, comme je peux les renforcer un peu plus. Voilà, sachant qu'on peut également travailler par canal de couleur. Donc là, c'est pour des fonctions un peu avancées, c'est surtout utile en noir et blanc. Le travail par canal, je trouve qu'il est, à moins de vouloir donner une dominante colorée à votre image, évidemment. Donc voilà pour la courbe des tons. Les corrections automatiques qui ont été appliquées donc sont la réduction du bruit, les corrections optiques et la protection des couleurs. Ensuite, on va retrouver les effets graphiques de Filmpack 5, hein, avec des nouveautés au niveau de la liste et de leur mise en place. Donc la possibilité d'ajouter un cadre. Donc là, vous voyez qu'il n'y a aucun cadre, parce qu'en fait, c'est pas un cadre qui fait cet effet blanc. On va le voir un tout petit peu plus loin. Des effets de texture que l'on peut apporter, hein, des tâches par exemple, dont on peut aussi régler l'intensité. Donc voilà, je présente assez rapidement ces fonctionnalités qui ne sont pas des nouveautés, mais pour que ceux parmi vous qui découvriraient Filmpack sachent que ça existe. Et puis les fuites de lumière, donc autre effet que l'on peut apporter hein, pour donner un effet de photo un peu passé, abîmé par le temps par exemple. Alors au niveau des effets optiques, la possibilité d'ajouter un filtre coloré. J'en prends un au hasard, hein, voilà, pour montrer un peu l'effet que ça peut avoir. Le vignettage créatif, donc qui a été utilisé ici pour créer ce cadre blanc. Donc un vignettage élevé avec une transition voilà, abrupte. Hein, donc là aussi ce vignettage. Donc on double-clique ici pour supprimer l'effet de vignettage. Donc si je le remets tel qu'il était, vous avez vu que j'avais supprimé la transition, donc elle est un peu plus douce. Le milieu a été légèrement décalé, et surtout l'arrondi a été ajusté. Hein, par défaut, on a ceci. Donc là, je décide de supprimer le vignettage. On va retrouver dans Filmpack 5 le vignettage flou créatif, comme on avait dans la version précédente, hein, qui permet non pas de générer un vignettage coloré blanc ou noir avec plus ou moins d'intensité, mais qui va rendre autour de la zone de vignettage du flou. Donc ça c'est quelque chose qui existait déjà, hein, avec les mêmes réglages que le vignettage créatif. Et puis on a parmi les nouveautés le soft focus, l'outil soft focus, qui lui va créer un effet de diffusion flou sur l'image. Donc là aussi c'est un outil que je vais vous présenter un peu plus en détail sur une image un tout petit peu plus adaptée un peu plus tard. Donc voilà, et puis ces outils, notamment la partie TSL, va s'adapter selon que vous choisissez un développement couleur ou noir et blanc. Si vous faites un développement noir et blanc et que vous ne souhaitez pas passer par un rendu film particulier, vous pouvez basculer en noir et blanc et faire votre développement noir et blanc classique. Et ici, l'outil TSL a été remplacé par le mélangeur des canaux, qui, appliqué en noir et blanc, va permettre de jouer sur les tonalités de l'image qui correspondent à ces couleurs dans l'image en couleur. Donc vous avez dans Filmpack 5 en fait les outils nécessaires, indispensables pour faire un développement de photos, notamment si vous partez d'un fichier RAW.
les outils qui vous permettront de faire les développements de base et aussi des outils créatifs qui font encore une fois l'essence de Filmpack 5. Alors avec cette photo, je voulais vous présenter un peu plus en détail l'outil, la palette de contraste. Donc vous voyez que le rendu que j'ai choisi a augmenté un tout petit peu le contraste, mais a surtout mis énormément de micro-contraste. Donc le micro-contraste par rapport au contraste, je vais réinitialiser ces valeurs pour que vous puissiez bien voir la différence. Donc le contraste va agir classiquement sur le contraste global de l'image, avec l'effet que l'on peut voir sur l'histogramme qui va s'étendre un peu. Et le micro-contraste va renforcer les détails. Voilà, on voit la différence. Donc c'est là qu'on va utiliser une vue avant-après. On va même pouvoir faire moitié de photo avec et moitié sans. Donc on voit bien l'effet du micro-contraste qui va renforcer vraiment les détails. Donc il va agir en fait sur les transitions de tonalité et de couleur pour les accentuer. Ce qui va donner une impression de netteté, voire de piqué, alors qui va aussi faire apparaître énormément de défauts si jamais il y en a. Donc c'est le genre d'outil qu'il faut éviter d'utiliser avec excès, en particulier sur les portraits, à moins de vouloir faire des portraits typés comme on voit parfois en noir et blanc, mais sur un portrait, on va dire photo studio, photo de mode, on va éviter de pousser trop ses curseurs. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, au contraire, c'est le décaler vers la gauche, et là on va adoucir les détails, donc ça permet éventuellement de travailler sur la peau d'un portrait et de la rendre un peu plus douce. Vous voyez l'effet sur l'eau ici, le fait d'avoir diminué le micro-contraste, on n'est pas encore sur un rendu de pose longue, mais on s'en rapproche beaucoup plus que la photo d'origine. Il y avait un peu de vent et donc des ridules sur la surface, on les a largement estompées en baissant le micro-contraste. Alors le contraste fin maintenant, je vais le pousser pour bien vous montrer la différence. Alors je pense que si je vous montre par rapport à la photo d'origine, vous allez me dire, là aussi on renforce les détails. Donc vous avez raison, on va effectivement aussi travailler sur les détails, mais de façon un peu plus fine, comme son nom l'indique, que le micro-contraste, c'est-à-dire qu'il va préserver les aplats et les zones un peu de tonalité homogène. Alors pour vous montrer la différence, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer un instantané avec le contraste fin. J'aurais pu rester en vue commune. Je vais enregistrer un instantané. Là, je vais lui donner le nom contraste fin. Contraste fin, entrée. Voilà, c'est ma photo de référence. Voilà, donc je vais fermer ici et je vais supprimer le contraste fin, augmenter le micro-contraste. Alors, volontairement, dans la démonstration, je pousse le curseur à fond, étant entendu que dans la réalité, il est rare qu'on ait besoin, voire même il est déconseillé de pousser le curseur au maximum. L'objectif, c'est vraiment l'illustration, et notamment l'illustration de la différence, pour que vous puissiez bien voir l'effet de chacune des fonctions. Donc là, je vais attirer votre attention au niveau de ce gros nuage là. Donc on voit bien, à gauche on a le contraste fin, à droite c'est l'image courante, donc c'est le micro-contraste. On voit qu'ici, notamment au milieu, là on a un peu plus de détails que ici. Pourquoi? Parce que les tonalités sont, les nuances sont assez proches, et donc l'outil a décidé de moins accentuer le contraste de détails à ce niveau-là, pour garder l'aspect d'origine. Donc là, c'est un choix, il n'y a pas de bon ou mauvais curseur, ça va vraiment dépendre des photos que vous allez vouloir développer. On voit très bien ici, au niveau de ce nuage également, qu'ici on a énormément de détails, alors que là on en a un peu moins. Donc on va dire que sur cette photo, on va garder un aspect naturel en utilisant le contraste fin, alors qu'on a renforcé les contrastes sur des détails comme
les traînées, comme les contours des nuages. Par contre, ici, on va lui donner un aspect peut-être un peu plus dramatique. Donc, si on convertit la photo en noir et blanc, peut-être que c'est le micro-contraste qu'on va vouloir renforcer, qu'on va vouloir utiliser pour donner un rendu spécifique. Donc voilà, donc c'est pour vous montrer bien la différence. Hein. Encore une fois, ce sera à vous de voir sur vos images ce qui s'adaptera le mieux. Alors je vais supprimer mon micro-contraste et puis maintenant je vais travailler le contraste par tonalité. Donc, je vais par exemple travailler dans les hautes lumières. Donc là, comme avant, je vais. Alors ce que je vais faire, c'est que comme outil de comparaison, je vais reprendre ma photo avec les corrections automatiques. Donc là, ce que je vous montre à gauche, c'est la photo telle que vous l'avez ouverte dans Filmpack 5. Et puis là, j'ai l'image actuelle. Alors j'ai le rendu qui joue également un peu, mais notamment, je vais travailler au niveau des hautes lumières. Donc vous voyez que le contraste, il a été renforcé au niveau des zones de très haute lumière, et évidemment les zones voisines des nuages. Par contre, si on va zoomer au niveau des arbres, donc le temps que l'affichage s'actualise, donc au niveau des arbres, on n'a aucune différence en fait du fait de l'augmentation du contraste des hautes lumières, puisqu'on n'est pas sur des tonalités de haute lumière. Au niveau du nuage, où il y a des hautes lumières, là on voit la différence. Alors si par contre je vais supprimer celui-ci, je vais augmenter le contraste dans les tons moyens. Voilà. Donc on va regarder de façon un peu globale l'impact qu'on a. Donc là on va être au niveau des tons moyens, on va être ici par exemple, au niveau de la surface de l'eau, où on voit quand même une différence au niveau des détails, au niveau des ridules. Là encore, les tons qui sont au niveau des arbres, voilà, il y a très peu de changements. Et ces changements, je vais les obtenir en allant augmenter le contraste dans les ombres. Donc on a vu apparaître la différence. Ici, au niveau des arbres, on voit qu'on a plus de détails. Alors, c'est l'intérêt de ces trois curseurs, c'est évidemment de pouvoir régler, même soit on utilise le contraste, le micro-contraste et ou le contraste fin, en plus ou en remplacement. On peut agir de façon beaucoup plus localisée et gérer un contraste par zone qui va nous permettre d'avoir un rendu spécifique. Ici, par exemple, on pourrait décider dans ce paysage, je vais revenir à une vue complète, on pourrait décider de ne travailler que le contraste du ciel. Alors là, j'ai évidemment poussé un peu fort, mais voilà, et le reste restant quasiment inchangé par rapport à la photo d'origine. Voilà, j'ai vraiment rendu mon ciel dramatique. Je pourrais même envisager de recadrer un peu cette photo pour donner encore plus de place au ciel par rapport au paysage. Et là, vraiment, je donne l'importance au ciel en ayant renforcé les détails, le micro-contraste, et en n'ayant pas du tout touché aux parties de tonalité plus sombres. Donc voilà pour la partie contraste. Alors je vais choisir une autre image. Alors, je vais en profiter pour vous parler juste de l'enregistrement. Si ce réglage me convient, deux petites choses à propos de l'enregistrement des photos et des réglages. J'ai la possibilité ici de créer mon propre rendu. Donc par exemple, si je considère que c'est bon pour un paysage, et puis je vais préciser ciel dominant.
je peux y mettre mon nom et je peux y mettre la description que je veux. Donc au même titre, donc là je vais mettre par exemple contraste haute lumière. J'enregistre. Il est ici. Il est évidemment appliqué puisque c'est le réglage final que j'ai appliqué à mon image. Je peux le passer en favori, comme ça je l'aurai. Mais surtout, si je vais avoir des informations sur le rendu, j'ai ici l'information, les informations que j'aurais pu saisir. Là, je n'ai mis que contraste haute lumière, mais j'aurais pu rajouter recadrage, j'aurais pu rajouter un certain nombre de choses. D'ailleurs, si j'ai oublié de rajouter recadrage, je peux évidemment modifier la description et le préciser. Ce qui me permettra d'appliquer ce rendu à d'autres photos. Voilà, je ferme ma fenêtre sans évidemment désactiver le rendu puisque j'ai ma photo. Donc je peux enregistrer ma photo classiquement. Donc je vais lui donner l'extension FP5 par exemple. Voilà. Ce que je pourrais faire aussi, avec un clic droit, donc à la fois enregistrer les réglages, enregistrer l'image, ce que je peux faire aussi c'est l'exporter dans Facebook. Donc ce que je vous disais, à partir du moment où mon compte a été créé, je peux mettre un texte, je peux choisir un album, et je vais la publier sur Facebook. Donc je ne vais pas le faire ce soir, la photo s'y prête pas trop, et il y a des choses que j'aimerais changer si je devais publier ce type de photo, mais voilà, c'est possible de publier directement sur Facebook vos images. Alors je vais revenir dans le navigateur, donc la photo évidemment était ajoutée au dossier, et je vais utiliser cette photo pour vous montrer un peu le virage. Donc on va prendre un rendu noir et blanc. Est-ce que celui-ci convient? Il est un peu bruité. Voilà. On va prendre celui-ci par exemple. Voilà, je vais enlever le grain parce que ce sera un tout petit peu plus clair par rapport à la démonstration. Donc le virage, il va s'appliquer à la fois de façon indépendante sur les tons clairs et sur les tons foncés. Alors quel est l'intérêt? L'intérêt c'est que vous pouvez déjà faire des effets créatifs. Donc vous voyez que si je l'applique uniquement sur les tons clairs, il y a les zones les plus claires qui ont été colorées. Si je le supprime et que je fais autre chose, je vous montrer du bleu par exemple. Donc là j'ai une tonalité tungstène qui s'applique uniquement aux zones les plus sombres. Moi j'utilise beaucoup ces deux fonctions associées, par exemple pour faire une conversion en sépia, en réglant de façon différente les tons sombres et les tons foncés, les tons clairs et les tons foncés, pardon, et en donnant du plus sombre au sombre et du plus clair au clair. Si j'applique du sombre au sombre, je perds certaines nuances que j'avais dans mon image d'origine. Donc l'intérêt de dissocier les deux, c'est vraiment de pouvoir appliquer la tonalité qui correspond, ou la couleur qui correspond à la tonalité. Et évidemment, comme tous les outils de DxO, vous avez une application par défaut, vous pouvez en régler l'intensité. Donc vous pouvez adoucir, vous pouvez au contraire éclaircir. Et surtout, ce qui est intéressant, et ce qu'on va bien voir en faisant du sombre, voilà, ici, on peut régler la séparation. Donc la séparation, c'est la distinction entre ton clair et ton foncé. Alors pour savoir dans quel sens aller, il faut imaginer que vous êtes au niveau de l'histogramme en haut, et que vous avez les tons clairs à droite, et les tons clairs à gauche, les tons foncés, sombres, pardon, foncés à gauche, et puis au milieu vous avez un curseur, et vous allez le déplacer par exemple vers la gauche pour étendre la plage des tons clairs. Donc si je le déplace vers la gauche, j'étends la plage des tons clairs, et je me rends compte que la couleur qui a été appliquée au ton clair est effectivement étendue. A l'inverse, si je le déplace vers la droite, je vais étendre la plage des tons foncés, et là ici, je vais quasiment plus avoir aucune coloration.
Donc partant de là, vous pouvez gérer un certain nombre de choses. Donc voilà, on peut faire un sépia classique, voilà, qui sera un peu plus joli comme ça, parce qu'on va voir dans les tons clairs, on va vraiment voir une différence de tonalité. On peut décider que il est peut-être un peu fort, on va l'adoucir un peu. Voilà, et puis éventuellement, on va considérer peut-être qu'on va vouloir appliquer un peu plus au niveau des tons foncés, renforcer un peu adoucir un peu la transition et diminuer le côté clair, notamment sur cette zone-là. Et voilà comment on peut avoir quelque chose de complètement personnalisé, beaucoup plus qu'un simple sépia, où on aurait appliqué la coloration sépia sur l'ensemble de l'image avec plus ou moins d'intensité. On a une gestion beaucoup plus fine. Et on peut également décider d'appliquer ou non cette colorisation, ce virage, aux effets que l'on va appliquer sur notre photo. Donc si je prends par exemple un cadre, alors ça ne s'appliquera pas à tous les cadres ou tous les outils, hein. Par exemple ça ne s'appliquera pas à un cadre blanc, noir, noir sur blanc, qui eux sont vraiment là pour être blanc ou noir. Mais par contre, si on prend un rendu film par exemple, qui va s'appliquer sur l'image, donc vous voyez qu'ici j'ai du gris à gauche, j'ai du noir à droite. Donc je vais remonter un peu et je vais décider d'appliquer à mon cadre le virage. Donc vous voyez qu'à gauche, le gris clair, hein, qui fait partie des tons les plus foncés, alors le noir pur reste noir, mais on a une légère coloration à droite, mais surtout on le voit à gauche, le gris est devenu marron, il a pris la coloration avec l'intensité que j'ai choisie. Si je désactive le cadre, vous voyez que mon cadre est resté gris. Voilà, et vous pouvez en faire autant pour les textures, pour les fuites de lumière. Donc l'intérêt, c'est qu'une fois que vous avez défini le bon équilibre au niveau de votre colorisation, on va dire, de votre virage, hein, du virage global de votre image, vous pouvez appliquer des effets, et vous pouvez appliquer ces virages directement sur l'effet pour avoir une plus grande homogénéité. Là, ce serait peut-être pas très joli de laisser ce gris. Donc voilà, c'est un peu plus, on est plus dans les teintes globales de l'image, quitte après à réajuster un peu, hein, si on considère que c'est trop ou pas assez, en tenant compte aussi de ces effets. Donc voilà pour cet outil virage. Alors maintenant, je vais vous présenter un peu le dernier outil qui a été ajouté dans Finpak 5, développé pour Finpak 5, qui est l'outil Soft Focus. Donc, je ne vais pas enregistrer cette photo et je vais travailler sur un portrait pour ça. Je trouve que ça s'y prête assez bien. Alors le Soft Focus, comme je vous l'expliquais, il va entraîner une diffusion. Vous voyez, si je le pousse complètement, voilà, je vais avoir un sentiment de flou. Hein, donc on va appliquer on va dire un masque flou sur l'ensemble de l'image. Donc plus ou moins, donc je vais en gérer l'intensité, et avec la diffusion, je vais en gérer la diffusion. C'est-à-dire là c'est l'intensité de l'application, la diffusion va être l'intensité du flou lui-même. Hein, donc si je vais vers la gauche, je vais vraiment être très très flou. Donc il va falloir que je fasse une intensité un peu moindre, mais on voit que le visage, il est pas net. Donc dans la pratique, moi je l'utilise plutôt pour adoucir un peu. Donc j'ai mon portrait que je vais décider un peu de l'intensité, et puis je vais au contraire diminuer un peu le flou. Et en fait, l'objectif étant de trouver un équilibre entre la partie nette du visage et de garder cette netteté. Hein, c'est pas une impression de netteté, il faut vraiment que ce soit net. Et puis finalement, ça va me permettre de travailler sur l'arrière-plan, qui va être un peu plus adouci, un peu plus discret. Vous voyez, si je fais avant-après. Donc le visage, l'avantage c'est qu'il a été adouci aussi, la peau elle est moins marquée, donc sur un portrait d'homme supporterait peut-être un peu plus de micro-contraste, mais on imagine un portrait beauté studio,
Voilà, avec la peau qui a été dont les défauts ont été estompés par l'application de cette diffusion. Et de la même façon, l'arrière-plan, qui est adouci aussi, hein, les traits se voient un peu moins. On voit bien au niveau de cet horrible panneau derrière qu'il a été légèrement estompé, il est toujours là, hein, on ne va pas supprimer ce genre de détails. Voilà. Pour le flou. Donc bon, après, encore une fois, hein, je vous montre des exemples, on va dire assez types d'utilisation de ces outils. Libre à vous de les utiliser sur l'ensemble des images que vous développez en fonction des rendus que vous souhaiterez obtenir. Donc voilà, on a fait à peu près le tour des outils et des nouveautés de Filmpack 5. Alors je terminerai en vous disant que pour ceux qui utilisent aussi OptiX Pro, l'ensemble de ces outils est disponible et fonctionne exactement de la même façon dans OptiX Pro. Donc vous aurez une palette spécifique et vous retrouverez évidemment les rendus. D'ailleurs, dans la version 10.1 d'OptiX Pro, tous les rendus designer sont au niveau des autoréglages avec une vignette de prévisualisation. Vous aurez également la palette du virage séparé, distinct, qui vous permettra de régler les tons clairs, le virage des tons clairs et le virage des tons foncés. Vous aurez accès à cette palette complète de contraste. Et évidemment le soft focus qui accompagnera le vignettage flou, de la même façon que dans l'outil autonome de Filmpack 5. Voilà, et si vous utilisez Filmpack 5 comme application externe d'autres outils comme Lightroom, et bien ça vous permettra d'utiliser ce type de fonctionnalité inédite en complément de votre logiciel. Et puis pour ceux qui sont venus ce soir pour découvrir l'outil, qui ne connaissaient pas et qui voulaient voir un peu comment ça fonctionnait, si vous êtes sur la version d'essai, mais sachez que jusqu'au 25 décembre, je crois, de mémoire, vous avez des promotions sur les deux versions essentielle et élite. Alors la différence entre les deux versions, la version essentielle va vous proposer des outils de base de développement ainsi que une sélection de rendus et d'outils créatifs, que ce soit les cadres, la texture, les fuites de lumière, et que si vous voulez avoir l'ensemble des outils, en particulier les nouveautés, donc la prise en charge du RAW, l'ensemble des outils de contraste, l'ensemble des nouveautés, il faudra que vous choisissiez la version Elite. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez tout entendu déjà et surtout tout compris. Si vous avez des questions, bah écoutez, je vous invite à les poser dans la fenêtre qui est prévue à cet effet de l'outil GoToWebinar, et je vais commencer à prendre connaissance de celles qui ont été posées pendant la présentation pour vous en faire part et vous donner des réponses. Alors pour intervenir sur une zone et pas sur la totalité de l'image, ça dépend ce qu'on veut faire. Il n'y a pas d'outil de correction locale à proprement parler comme on l'entend dans certains autres logiciels. Par contre, vous avez en fait toute une batterie de fonctions qui vous permet de travailler de façon relativement spécifique. Si on les passe un peu en revue, avec le virage, vous avez la possibilité de travailler de façon distincte entre les tons clairs et les tons foncés, avec la possibilité de n'appliquer un réglage que à l'un des deux, et puis d'en choisir la portée. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, alors c'est pas à ce niveau-là, donc au niveau du contraste, vous avez quand même la possibilité de travailler le micro-contraste par tonalité. Donc ça, c'est des choses qui, à ma connaissance, n'existent pas ailleurs. Vous avez l'outil TSL qui vous permet de travailler par canal de couleur.
voilà, et puis vous avez la courbe des tons qui vous permet aussi de travailler de façon relativement localisée. Entre la courbe des tons, les couleurs et la TSL, vous avez de quoi régler le contraste, l'exposition et les couleurs par canal de tonalité et ou de couleurs. Donc ça permet déjà de faire en fait pas mal de choses. Alors non, on ne peut pas avec Filmpack 5 travailler sur 2 écrans. Alors, au niveau des curseurs contraste, les outils ne sont pas exclusifs, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut décider de rajouter du contraste, du micro-contraste, de supprimer du contraste fin. Alors en fait, par rapport à ça, je pense que ça dépend toujours pareil du résultat que vous voulez obtenir. On peut cumuler les deux. Et même, alors aussi bien en les augmentant tous les deux. Alors vous voyez ce qu'on peut obtenir sur un portrait en particulier. Je parlais d'utiliser avec parcimonie les outils contraste sur un portrait. Voilà, je vous montre avec des valeurs qui sont pas encore complètement. On pourrait faire pire. Mais on peut aussi utiliser l'un pour compenser l'autre. C'est-à-dire qu'on peut très bien rajouter du contraste fin qui va vraiment préserver les aplats, et puis diminuer le contraste pour obtenir quelque chose qui va être plus contrasté sur les choses, sur vraiment les transitions. Tout est cumulatif. Et puis après on peut travailler par tonalité. Donc ici on peut très bien dire la partie des cheveux par exemple et la chemise, je vais en adoucir le contraste. Donc je vais diminuer le contraste des ombres. Je vais diminuer le contraste de l'arrière-plan qui est très clair. Et puis je vais augmenter les tons moyens, où là je vais travailler sur le visage. Donc évidemment sur un visage, comme ça c'est pas très joli. Si je passe en noir et blanc, voilà. Si je réinitialise mes curseurs de contraste pour montrer un peu, voilà ce qu'on peut faire en jouant sur les 3 tonalités. Si on peut tout utiliser, je pense qu'effectivement il faut se méfier. Et dans ces cas-là, il vaut mieux travailler d'abord en local et ensuite en global. Alors, à part peut-être le contraste qui, lui, va être vraiment général, je vais revenir à la version couleur. L'idée, c'est de dire, on va chercher, si on travaille sur ces curseurs, on utilise ces curseurs qui sont par tonalité, c'est pour obtenir un résultat particulier. Ici, par exemple, je considère que les cheveux et surtout la chemise n'ont pas besoin d'avoir un contraste renforcé. Donc, je vais diminuer les ombres. De même, l'arrière-plan, il est très clair. Si je peux l'atténuer un peu, c'est bien. Donc, je l'atténue un peu. Par contre, j'ai envie de renforcer le contraste de la peau. Voilà, parce que j'ai envie de faire quelque chose de contrasté. Donc, c'est ce que je fais. Là, j'obtiens un résultat qui est encore très doux, très correct. Et c'est après seulement que je vais appliquer, par exemple, le micro-contraste. Excusez-moi. De façon à ne pas être excessif comme c'est actuellement au niveau du visage, et à ne pas faire le contraire de ce que j'ai obtenu, c'est-à-dire faire ressortir le fond. Donc je vais l'utiliser avec parcimonie, et je vais peut-être même plutôt ici utiliser le contraste fin. Si je fais le contraire, à savoir d'abord utiliser contraste, micro-contraste qui vont s'appliquer sur l'ensemble de l'image, je peux aussi décider de corriger ça, mais si je veux rendre un effet particulier, notamment en poussant un contraste aller dans le même sens que le curseur principal, je vais arriver à quelque chose de trop important. C'est-à-dire que si je veux faire ressortir les tons moyens par le micro-contraste des tons moyens alors que j'ai déjà augmenté le contraste fin, je vais tout de suite arriver à quelque chose de beaucoup trop contrasté. Donc c'est une question de compromis et d'équilibre. Les deux démarches se valent. Soit on recherche un effet particulier dans certaines zones et on commence par travailler localement avant d'ajuster globalement en tenant compte de ce qu'on a fait, ou alors on agit globalement et après on corrige, on compense localement certaines choses qui apparaîtraient avec le curseur global. Alors les vignettes des pré-réglages dans OptiX Pro 10, on les retrouve dans les autoréglages, dans la fenêtre des autoréglages, c'est en haut à droite, et on retrouve les rendus designer. Alors est-ce que les différents rendus films figurent dans la version essentielle? Il y a
pas tous les rendus dans la version essentielle, il y en a un peu plus dans la version Elite. Alors quand on a Aperture, c'est comme, alors très honnêtement, vous avez vu, je travaille sur PC, donc Aperture est un logiciel que je ne connais pas. Maintenant, vous avez la possibilité de générer un fichier TIFF, par exemple, hein, si vous voulez quelque chose de vraiment utilisable à 100%, et avoir un maximum de latitude dans vos réglages, et que vous préférez faire votre développement dans Aperture. Vous faites le développement dans Aperture et ensuite vous générez votre TIFF pour l'ouvrir dans Filmpack en application autonome. Il me semble qu'il y a une passerelle et que Filmpack est reconnu par Aperture comme un plugin, ce qui vous permet de basculer différemment. De basculer directement, pardon. Et c'est la même chose dans Lightroom, pour ceux que ça intéresse. Alors Filmpack 4 est un complément d'Optix Pro, il lui apporte justement toutes ces fonctionnalités. Alors je ne l'ai pas ouvert ici, mais si ça vous intéresse, je vais vous montrer rapidement comment ça s'intègre dans Optix Pro, mais vraiment juste montrer la palette et les outils spécifiques de Filmpack. Bien sûr qu'il y a des outils en double, parce que Filmpack a décidé, DxO a décidé de faire de Filmpack un logiciel autonome qui permet aussi de faire le développement RAW, donc il y a des outils qui sont indispensables pour un bon outil de développement RAW. Donc on va trouver ici dans Optix Pro, vous voyez la palette spécifique qui est enrichie, on n'a plus uniquement le contraste et micro-contraste, mais aussi le contraste fin et les contrastes par tonalité, y compris l'aide qui indique que les corrections additionnelles sont obtenues grâce à Filmpack 5 dans sa version Elite. Et puis, je continue à descendre. Vous avez une palette dédiée à Filmpack, avec au niveau du style et du virage, le virage simple classique, mais aussi le virage partiel, tel que je vous l'ai présenté. Dès que vous le sélectionnez, évidemment, il s'active. Vous avez le mélangeur des canaux qui n'est pas dans Optix Pro et qui est apporté par Filmpack. Au niveau du flou, donc on a le vignettage, on a aussi le soft focus, et puis évidemment tout ce qui est outils, cadres, textures et fuite de lumière. Et puis donc le contraste qui est repris ici. Voilà, et puis par rapport à ce que je disais, donc dans les autoréglages, ici je vais fermer les fenêtres, voilà. Vous avez les rendus designer couleur et noir et blanc de Filmpack 5 qui sont accessibles avec directement la vignette de prévisualisation du rendu. Alors les corrections optiques sont automatiques, elles sont ici. Voilà, là je les ai désactivées et là je les ai activées. Alors effectivement, je ne vous ai pas montré, il y a les chargements des modules, comme dans Optix Pro, la reconnaissance des modules. Donc de même, on peut décider de ne pas appliquer de réduction du bruit, ni d'appliquer la protection des couleurs. Bon, je pense qu'en général, ces fonctions automatiques qui ont été assez éprouvées, je conseille de les conserver. Alors, est-ce qu'on obtient le même résultat sur un fichier JPEG? Oui, dans une certaine mesure, ça va beaucoup dépendre du niveau de compression de votre fichier. Si vous avez un fichier très comprimé, c'est comme dans n'importe quel logiciel, très compressé, pardon, c'est comme dans n'importe quel logiciel, vous aurez beaucoup moins de latitude et vous arriverez vite à des artefacts et des rendus très désagréables au niveau des transitions si vous poussez un tout petit peu trop les curseurs. Oui, il y a des nouveaux rendus films, mais ne me demandez pas lesquels, je ne les connais pas par cœur. Vous pouvez ne pas désinstaller les versions précédentes. Personnellement, j'ai les deux installés, ce qui me permet de faire régulièrement le point sur les évolutions, notamment pour préparer une présentation comme celle de ce soir. Donc, il va me rester à vous remercier tous d'avoir suivi ce webinaire jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça aura répondu aux interrogations que vous pouviez avoir.
à la fois sur la découverte du logiciel et sur les nouveautés de cette version 5. La session va rester un peu ouverte pour que si vous avez des dernières questions, l'équipe DxO puisse y répondre par écrit dans la fenêtre des questions-réponses. Quant à moi, je vais vous souhaiter une excellente soirée et puis j'espère à une prochaine fois pour un prochain webinaire. Voilà, bonne soirée à tous, à bientôt, au revoir.